Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage de Mélissa, 28 ans, dont le parcours est marqué par l'errance médicale, la douleur invisible et la quête de réponse. Après une dépression postpartum, puis des années de symptômes incompris et minimisés, elle finit par obtenir un diagnostic, la maladie de Lyme. Dans cet épisode, Mélissa revient sur la violence de la maladie, ses impacts physiques et psychologiques, mais aussi sur la force qu'elle a trouvée dans la spiritualité et dans le fait de mettre des mots sur ce qu'elle traverse. Un récit bouleversant qui met en lumière le combat de milliers de personnes encore invisibles aujourd'hui. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 28 ans et je suis honorée de pouvoir porter ma voix aujourd'hui sur tout ce que je traverse parce que je pense que c'est important et que ça pourra aider beaucoup de personnes. Alors merci beaucoup à État d'âme. J'ai accouché d'un petit garçon en 2018 et ça a été très très compliqué pour moi parce que je m'attendais pas à ça, que j'avais pas les codes et je me suis rendu compte que d'être maman, c'était vraiment pas facile. J'apprenais sur le tas et en même temps, j'avais tellement du mal parce que je faisais une dépression postpartum qui a duré quand même plus de 4 mois. Donc c'était vraiment difficile. J'avais du mal à me lever, à faire des choses. J'avais du mal à trouver un sens à ma vie. Je me sentais totalement perdue et j'étais aussi dans une ville où je connaissais personne, donc je faisais face à tout ça toute seule. J'avais déjà eu pas mal de symptômes étant petite. C'était pas des choses très alarmantes, mais il y avait quand même des petites choses. Au jour d'aujourd'hui, quand je refais un peu la chronologie de mes symptômes, je vois bien qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs. Mais les gros soucis ont vraiment commencé après l'accouchement. Donc c'était plutôt des soucis hormonaux. Donc j'ai commencé à avoir pas mal d'hirsutisme. C'est de la pilosité faciale. Ça me complexait énormément. J'avais beaucoup de poids. Après un accouchement, c'est plutôt normal, je dirais. J'avais pas mal de bouffées de chaleur et un peu tous les symptômes d'un SOPK, sauf qu'à l'époque, je connaissais pas du tout ce syndrome. Ce qui m'a vraiment alertée, c'était la dépression, parce que vraiment, je m'étais jamais sentie comme ça. J'ai toujours eu un peu du mal avec la vie. J'ai toujours ressenti un profond mal-être. Mais là, par contre, ça tapait quand même très très fort. Donc c'est ça qui m'a inquiétée en premier. J'ai consulté un médecin. Et il voulait pas me prescrire la prise de sang, mais j'ai dû insister. Et c'est ma maman en fait qui m'avait parlé du SOPK, donc je me renseignais dessus et je trouvais que j'avais pas mal de symptômes quand même qui correspondaient. Suite à ça, du coup, j'ai fait la prise de sang et elle était chaotique. Et je me souviens de la tête du médecin parce que il voulait pas me donner la prise de sang de base et finalement il était choqué du résultat. Il y a clairement rien qui allait sur cette prise de sang, mais en même temps, il n'y avait pas non plus trop de solutions. Donc, il m'a redirigée vers un endocrinologue et je trouvais pas de rendez-vous. Les rendez-vous, c'était dans 1 an et demi. Et je pétais un peu un plomb et puis il y avait la descente d'hormones. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc, je me suis beaucoup renseignée et je me suis dit, là, faut vraiment que je me prenne en main et que je modifie tout. J'ai changé d'alimentation. J'ai tout changé. J'ai fait des consultations aussi en médecine chinoise. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai recommencé le sport. Alors, j'étais très sportive avant, mais je m'étais arrêtée pour la grossesse. Et là, j'ai vraiment repris. Et du coup, c'était pendant le confinement. Donc, j'utilisais un petit peu mon bébé comme poids. Et quand j'ai pu retourner à la salle, j'y allais au moins 2 heures et demie par jour. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé aussi pour la dépression, pour le stress et cette pression que j'avais à cette période-là de ma vie. J'ai eu un suivi psychologique également.
Et quand je pouvais pas aller à la salle, je faisais vraiment beaucoup de sport à la maison avec des vidéos YouTube et j'ai réussi à perdre 20 kilos. Donc j'étais super contente parce qu'en général, on nous dit qu'avec le SOPK, c'est quand même compliqué de perdre du poids. On nous dit de perdre du poids, mais c'est compliqué de perdre du poids. Voilà, donc après ça, je me sentais beaucoup mieux. Donc ça n'allait pas trop à la maison, mais mon corps commençait à se remettre de tout ça. Donc avec beaucoup moins d'idées noires, un objectif. Je retrouvais le rire, je redansais, je reprenais du plaisir à être maman et j'acceptais de plus en plus. J'avais dans le passé un petit peu des douleurs de dos, mais sans plus. C'était pas alarmant en fait. Donc j'avais pas vraiment relevé. Après, je me suis dit bon, par la suite, ça doit être le sport ou la péridurale que j'ai eue ou le fait d'être active à la maison. Mais ça persistait un peu, mais c'était pas non plus trop grave. Et par contre, ce qui était récurrent par la suite, c'était les grippes. J'ai commencé à avoir plein de grippes. D'abord tous les 2 mois, après tous les mois, et quelques années après, c'était vraiment toutes les 2 semaines, quoi. C'était assez dur. Je comprenais pas, donc je me disais que j'étais juste sensible, que j'avais une immunité un peu plus basse que certaines autres personnes. Et je faisais avec, donc je prenais des infusions, je me reposais, je mangeais pas mal de légumes, de fruits, etc. Je m'adaptais en fait. Je prenais des compléments alimentaires, mais c'était quand même récurrent. Donc ça, c'était vraiment les premiers signes. Je ressentais aussi pas mal d'irritabilité. J'étais souvent en colère et je comprenais pas pourquoi. Ça me posait vraiment problème. Après, je mettais ça un peu sur le compte aussi de ma vie familiale. Et puis voilà. Suite au rendez-vous médical que j'avais eu, j'avais pas eu tout de suite d'endocrinologue, mais j'en avais trouvé un quelques années plus tard. Et du coup, je parlais justement de mon hirsutisme et la dame ne m'avait pas du tout prise au sérieux. Elle m'a dit qu'il y avait pire et que de toute façon, si je voulais pas prendre la pilule contraceptive, elle ne pouvait rien pour moi. Donc, je me suis dit bon, je vais essayer de trouver d'autres solutions parce que vraiment, je voulais pas du tout reprendre la pilule parce que j'avais déjà eu une grosse prise de poids à l'époque quand je la prenais et que je me sentais pas très bien avec. J'avais pas eu de diagnostic clair pour le SOPK et il y a beaucoup de praticiens qui ne connaissaient pas ça. Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Je suis plus trop renseignée sur le sujet, mais à l'époque, c'était pas du tout considéré comme maladie, mais comme un syndrome, donc un ensemble de plusieurs symptômes. C'était difficile pour moi parce que j'étais très complexée physiquement par rapport à ça et je pensais aussi que je pouvais plus avoir d'enfants parce que j'avais les ovaires vraiment remplis de follicules et ça je me posais beaucoup de questions. C'était plutôt du questionnement. J'étais inquiète sans être inquiète, je continuais ma vie, je me disais que de toute façon il fallait juste que je puisse tenir une vie saine. Et par la suite, j'ai eu un très très gros choc émotionnel. J'ai eu la perte d'un bébé qui a été très 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 violente. Ça a duré 2 mois. Et alors avant ça, je faisais vraiment toujours et encore du sport tout le temps. Je voulais même me lancer dans un métier en rapport avec le sport. Et après ça, plus rien n'a fonctionné. J'étais très touchée psychologiquement. Je pleurais beaucoup. Dépression de nouveau. Beaucoup de manque de soutien de l'entourage et je me suis dit de toute façon je suis forte donc je vais réussir, c'est juste une période, c'est éphémère, ça arrive à plein de femmes. J'accepte et je continue la vie et je prends le temps qu'il me faut pour ce deuil. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que je ne pouvais plus bouger. Donc sur 2 mois, donc j'avais fait une hémorragie de 2 mois et j'étais tout le temps essoufflée. J'avais aussi repris du poids, donc le poids je l'avais repris, les 20 kilos que j'avais perdus auparavant.
Et puis j'étais complètement éteinte en fait. Et puis je faisais des infections, beaucoup d'infections. Je commençais à avoir pas mal de démangeaisons sur tout le corps. Et j'étais de nouveau dans un état lamentable, quoi. J'arrivais pas à m'en remettre. Alors je m'en remettais, mais en même temps je m'en remettais pas. Je faisais des thérapies. En fait, je faisais tout pour m'en remettre. Je faisais tout pour tenir le coup. Mais je sentais bien que même si je travaillais dessus psychologiquement, mentalement, la mémoire du corps était là, bien présente, parce que vraiment mon corps me rappelait que c'était arrivé. Et puis je suis très sensible, et donc le côté émotionnel prenait aussi pas mal le dessus. J'avais vraiment la sensation d'être seule au monde et incomprise, et puis fallait que je puisse trouver la sortie de ce tunnel. Et cette année-là, j'ai eu le Covid, donc j'ai eu cet événement aussi qui m'a beaucoup perturbée. Et j'étais un jour dans les herbes hautes. Je suis partie faire une promenade avec mon fils et mon ex-conjoint. Et je m'étais assise dans les herbes, et puis je me suis relevée et j'avais une énorme piqûre au niveau de la jambe, à l'intérieur de la cuisse. J'ai pas relevé tout de suite. Je me suis dit, de toute façon, voilà, je suis dehors. Il fait beau, il y a des moustiques. Voilà. Par contre, ça m'a un peu inquiétée parce que ça gonflait de plus en plus et ça grattait beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est peut-être plus de peur que de mal. Ça arrive. Je me suis pas vraiment alertée. Et du coup, j'ai pas consulté pour cette piqûre-là, mais en fin d'année, vraiment, je pouvais plus bouger, plus du tout. Je commençais à avoir des troubles du bassin, donc c'est comme si le bassin, en fait, il sautait un petit peu à gauche. Ensuite, il y a eu le coccyx. Ensuite, j'avais souvent mal à la tête. J'avais encore plus de démangeaisons, encore plus de troubles un peu émotionnels comme ça. Et puis ça allait plus au niveau articulaire, donc ça commençait aussi à toucher le dos. Je commençais à avoir les nerfs en fait qui bloquaient, donc je pouvais presque plus me tenir debout. Tout devenait compliqué. Faire des machines, c'était compliqué. Faire la vaisselle, c'était compliqué. Supporter les gens, c'était compliqué. Tout était un petit peu compliqué pour moi. Alors je m'efforçais parce que j'avais mon fils, quoi. Et du coup, je me forçais à me lever, mais tout se faisait un petit peu dans la souffrance. Donc moi, je pensais que c'était éphémère, que c'était peut-être le choc, parce que du coup de la perte de bébé, parce que je somatise beaucoup les choses dans la vie, et je me suis dit chez moi c'est mon corps qui prend tout, mais ça va aller, c'est une période. Je suis partie chez l'ostéopathe, voilà, qui m'a pas mal aidée, mais les douleurs persistaient beaucoup. Et par la suite, les séances avec l'ostéopathe ne fonctionnaient plus, et je suis allée en voir un autre, et j'en ai vu plusieurs, et ils ont un petit peu abandonné. J'ai aussi vu des kinés, et pareil, ils ont abandonné parce que personne comprenait en fait ce qui m'arrivait. C'était vraiment comme des sortes de subluxations en fait. Il y avait toujours quelque chose. Et là, je suis tombée sur mon super ostéopathe que j'ai encore aujourd'hui, qui m'a vraiment prise au sérieux, et il comprenait pas ce qui se passait, mais il faisait de son mieux, et je voyais quand même de l'amélioration. Mais par contre, j'y étais toutes les semaines pendant quelques mois, parce que sinon je tenais pas debout, et il fallait absolument que je puisse tenir debout pour pouvoir gérer l'appartement. J'ai commencé à consulter les médecins. Donc, je suis partie voir d'abord un podologue, parce que je me suis dit, les douleurs du bassin, ça peut provenir d'un décalage, peut-être de taille entre mes deux jambes. Effectivement, il y avait un décalage, donc je pensais qu'en portant des semelles, ça allait aller mieux. Je suis partie en médecine généraliste, et là, en fait, ça a été très compliqué, parce qu'à chaque fois, c'était minimisé. Et après, je peux comprendre, parce que les médecins voient beaucoup de monde, et du coup, ils se rendent peut-être pas compte. Je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais ce que je sais, c'est que j'étais en béquille
pendant quelques mois. Et quand j'ai consulté, la personne qui me suivait m'a dit c'est si grave que ça. Et je lui ai dit quand même, parce que je peux pas me déplacer, je suis à un arrêt de RER et je peux pas venir, je suis obligée de prendre une voiture, quoi. Et donc, il a commencé à me faire passer quand même des IRM, des échographies, et on a pu voir des œdèmes sous-chondraux, donc au niveau sacro-iliaque. Et du coup, il m'expliquait que c'était ça qui posait problème et que ça ressemblait fortement à une spondylarthrite ankylosante. Sauf qu'il me disait que ça se soignait pas, donc j'ai commencé à me renseigner pas mal sur cette pathologie-là. Et puis j'ai commencé à prendre un petit peu tout ce qu'il fallait au niveau des compléments alimentaires, etc. Mais ça passait toujours pas. Donc je continuais un petit peu le sport, mais ça commençait à devenir compliqué. Vraiment, je tenais plus en fait. Donc j'ai dû m'arrêter. Il y a un moment donné où mon corps m'a dit stop, quoi. Et j'ai eu peur. J'ai eu très peur parce que je pouvais plus bouger du jour au lendemain, alors que j'étais une personne vraiment active. Et du coup, j'ai encore changé de médecin en pensant trouver une écoute. Et en fait, ça a duré comme ça pendant 6 ans. Voilà, avec pas mal d'humiliation, beaucoup de mépris. Et je l'ai assez mal vécu parce que j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Et je me suis même persuadée que justement c'était dans ma tête. Et c'était très compliqué dans mon quotidien de vivre sans réponse médicale. Je me disais que les autres personnes pouvaient avoir des diagnostics et pas moi, et que je sentais mon corps totalement parti. Je sentais que mon corps m'abandonnait, en fait. Je sentais qu'il m'abandonnait et je pouvais rien faire. J'étais totalement impuissante face à ça, et je voyais bien qu'on me comprenait pas, que ce soit dans l'entourage ou dans le milieu médical. Et ça, c'était compliqué parce que je savais pas comment expliquer ce qui se passait, parce que moi-même je le comprenais pas. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Beaucoup. Et c'est dans ces moments-là que je me suis vraiment ouverte à la spiritualité et que j'ai pu y trouver mon refuge. À chaque fois, la vie me montrait qu'elle m'abandonnait pas. Je recevais pas mal de signes des mondes invisibles. Alors je sais que pas tout le monde y croit, mais pour moi ça a été vraiment ce qui me fait tenir jusqu'à aujourd'hui. L'errance médicale, c'est quelque chose de très très dur sur le parcours, parce qu'on souffre déjà beaucoup physiquement. Je dis toujours que l'errance médicale et le comportement de l'entourage, c'est vraiment le coup de massue. C'est vraiment le coup de massue pour beaucoup de personnes. On est parfois sidéré par les réactions d'en face. Pour ma part, je sais que je suis une personne où ça se voit pas, en fait. On voit rien, on voit pas. On va le voir quand je boite, quand j'ai du mal à marcher, mais quand je parle comme ça, on va pas le voir. Je suis devenue experte en camouflage de douleur, parce que j'ai fini par me dire que dans tous les cas, les gens en face ne peuvent pas se mettre à notre place, ne peuvent pas se mettre à ma place et ne peuvent pas comprendre pleinement. On me dit souvent que j'ai une énergie très solaire. Mes copines me disent que je suis un soleil, et je pense que cette énergie-là, c'est ce que je renvoie même quand je vais consulter. Je pense que c'est ce qu'on voit, et du coup tout est un petit peu minimisé puisque j'ai l'air bien, et pourtant la souffrance est terrible. Donc voilà, les moments que j'ai quand je pleure le soir et que je pète totalement un câble, personne n'y a accès à part moi. Mais c'est pas ce que j'ai envie de renvoyer quand je consulte, en fait. J'aimerais juste qu'on me prenne au sérieux, et puis et qu'on m'apporte une écoute. Juste une écoute attentive, même si on ne sait pas ce qui se passe, juste l'écoute, ça pourrait tout changer. Et voilà, j'ai eu quand même 6 ans d'errance médicale, et sur ces 6 ans-là, il y a que 2 médecins qui m'ont apporté une écoute et un soutien. Et
Et voilà, c'est quand même assez hallucinant. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, parce que ces deux-là ont été géniaux, mais ça fait quand même peu, sur une trentaine. Et c'est ça qui était difficile, c'est ça qui m'enfonçait encore plus, parce que j'avais l'impression que j'allais jamais me sortir de là. Sur les 6 ans d'errance médicale, j'ai consulté des généralistes, des rhumatologues, des gynécologues, des endocrinologues, chiropracteurs, ostéopathes, kinés, neurologues, homéopathes, médecine chinoise, médecin interne, dentiste, orthodontiste, psychologue, ophtalmo, et je pense même que j'en oublie, quoi. J'étais en médecine interne aussi, et puis oui, je pense que j'en oublie. C'est énorme. Et les symptômes migrent tellement que en fait on va un petit peu partout. C'est comme si le corps était découpé, puis jamais rien dans les examens, et c'est ça aussi qui est difficile. Et du coup c'est comme si on pouvait pas se défendre. En fait, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre corps, mais on peut pas le prouver, on peut pas le faire comprendre. Et en plus de ça, on nous rajoute un peu de mépris, et c'est ça qui est très très dur dans le parcours. Puis on est beaucoup à passer par là. J'ai pas vraiment eu de vraie annonce de diagnostic en France, puisque la maladie de Lyme chronique n'est pas reconnue ici. La haute autorité de santé admet qu'il existe une Lyme longue, post-traitement, mais pas de Lyme chronique. C'est une maladie qui est extrêmement sournoise, vraiment, vraiment très sournoise. Je pense que c'est difficile pour les gens qui ne l'ont pas de s'imaginer ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment terrible. C'est une maladie qui s'attrape de plusieurs manières. En général, elle s'attrape avec une piqûre de tique ou d'autres insectes. Et elle peut aussi se transmettre par transfusion sanguine ou de la mère à l'enfant, et dans certains cas par voie sexuelle, mais ça aussi c'est très controversé. Quand on se fait piquer par une tique qui est contaminée, parce que tous les tiques ne transmettent pas la maladie de Lyme, mais c'est si elle est contaminée en fait. Et quand elle pique, elle transmet du coup une bactérie qui s'appelle Borrelia. Et elle transmet avec d'autres bactéries qui sont en fait des co-infections. Donc ce sont des infections qui sont simultanées. Et c'est pour ça qu'en fait tous les cas de Lyme n'ont pas forcément les mêmes symptômes, parce qu'en fait tout dépendra des co-infections et des formes de Borrelia. Et c'est ça qui pose problème à l'heure d'aujourd'hui, puisque quand on fait des tests lambda, par exemple en France ou ailleurs, souvent on nous fait que le test de la Borrelia burgdorferi, sauf qu'en fait il en existe beaucoup d'autres souches. Et c'est ça qui est pas mis en avant, et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent à côté de diagnostics, puisqu'il y a beaucoup de faux négatifs. Mon test en Allemagne était négatif, mais il y avait vraiment un taux anormal de CD57 qui était très très bas. Et par la suite, quand j'ai commencé à consulter des personnes spécialisées dans la maladie, ils m'expliquaient justement que c'était un gros indicatif de cette maladie-là. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi mon test était négatif. En fait, c'était écrit qu'il y avait effectivement une bactérie, mais qu'on savait pas vraiment laquelle. Et en me renseignant un petit peu plus, j'ai compris que les tests ne devraient pas être faits dans le bras, mais dans le doigt. Parce qu'en fait, quand la maladie devient chronique, c'est que elle s'est déjà immiscée au niveau des cellules, donc elle n'est pas forcément visible dans les examens. Par contre, pour certains cas, elle va être visible quand elle est récente. Et donc ces cas-là sont assez chanceux, parce que du coup, on peut prendre la maladie à temps, mais c'est vrai que quand ça devient chronique, c'est très très compliqué. Donc voilà. J'ai consulté un premier spécialiste. On a eu un très très gros rendez-vous qui a duré 2 heures.
Et je lui expliquais un peu les symptômes que j'avais eus. J'avais aussi fait des tests cliniques sur Internet que j'avais trouvé. Et à chaque fois, j'étais à 98 sur 100, quoi. Donc ça aussi, ça m'a alertée. Je doutais quand même de la maladie de Lyme puisque entre-temps, j'avais eu un adénome hypophysaire. Donc j'étais persuadée que j'avais la maladie de Cushing. J'avais vraiment tous les symptômes, donc j'ai commencé à avoir des vergetures, à gonfler, j'avais souvent mal à la tête, un peu des soucis oculaires, etc. Donc j'avais un peu abandonné cette idée de maladie de Lyme et j'étais concentrée sur la maladie de Cushing et finalement l'adénome a disparu. Donc c'est pour ça que je me suis reconcentrée sur cette pathologie-là. Et mon thérapeute en était également persuadé et m'expliquait que justement avec autant de symptômes à mon âge, c'était impossible qu'elle soit récente et qu'il y avait forcément eu une piqûre quand j'étais petite, sachant qu'en plus de ça, j'ai grandi en Alsace et j'ai passé mes vacances scolaires en Suisse et il y a vraiment pas mal de cas dans ces zones-là. Donc c'était quelque chose de très très probable. Ça m'embêtait quand même que ça apparaisse pas sur le test, donc je suis partie consulter ailleurs et je suis partie en Allemagne. Et en Allemagne, on a refait un test et le résultat montrait qu'il y avait effectivement 8 formes de Borrelia. Franchement, quand je l'ai vu ça noir sur blanc, j'ai pleuré. Je sais pas si c'était de la joie ou de la tristesse. En fait, j'étais super contente quand même de sortir de l'errance médicale. Mais en même temps, je me disais que cette maladie-là, c'est quand même très, très violent. Et que je savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et en même temps, c'était comme une consécration de 6 ans d'errance médicale à ne pas être prise au sérieux. Et j'ai eu cette réflexion dans ma tête où je me suis dit, waouh, mais je suis pas folle en fait. Je savais que j'étais pas folle. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on m'avait tellement dit que c'était dans ma tête qu'il y a eu des moments où je me suis persuadée qu'en fait c'était juste somatique. Et en discutant un peu plus en profondeur avec ces spécialistes-là, les deux ne se connaissent pas, mais les deux m'ont dit que cette maladie-là se déclenche souvent après des chocs émotionnels, des chocs traumatiques. Parce que beaucoup de personnes l'ont dans leur corps, mais c'est juste qu'elle s'est pas déclenchée et qu'elle est asymptomatique. Donc sur le coup, j'étais quand même très contente d'avoir des mots sur quelque chose que je traversais depuis tellement d'années. J'ai quasiment perdu toute ma vingtaine en fait avec cette épreuve-là, mais en même temps, je me suis dit il y a un autre combat qui commence quoi. Pendant l'errance médicale, je me disais mais ouais, pour d'autres pathologies comme le cancer par exemple, ils arrivent quand même à avoir un diagnostic et à œuvrer dessus et moi je sais pas ce que j'ai et en fait j'avais tellement peur de terminer ma vie comme ça. Je pense que c'est une grande peur qu'ont les personnes qui vivent avec la maladie de Lyme. Et puis depuis le diagnostic, c'est compliqué. Je bascule en fait entre la joie de savoir ce que c'est, la tristesse de ne pas pouvoir m'en sortir et devoir paraître normal devant les autres, mais en même temps souffrir. Et puis en fait, quand on commence à traiter, le corps réagit puisque le corps était rempli de bactéries pendant des années. Et donc forcément, quand on commence à traiter, on peut avoir des grosses crises qui s'appellent les crises de Herxheimer. Et alors ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Je pense que c'est encore plus terrible chez les femmes qui ont des soucis hormonaux, puisque c'est une maladie aussi qui peut attaquer le système hormonal. En tout cas, chez moi, ça a attaqué le système hormonal, le système neurologique, le système articulaire. Et je remarque en fait que quand j'ai commencé des traitements, ce qui s'est passé, c'est que comme je faisais beaucoup de rétention d'eau avant la période des menstruations, les toxines en fait ne partaient pas. Et ce qui se passe quand on commence à traiter la Lyme, c'est que la bactérie meurt, mais en mourant, elle lâche des toxines
Et ces toxines en fait arrivent un peu en surdosage dans le corps et c'est un petit peu trop lourd pour le corps. Donc c'est très compliqué. Et normalement il faudrait drainer. Sauf que quand on a des soucis hormonaux et qu'on fait de la rétention d'eau, ces toxines ne partent pas comme il faudrait et donc le corps réagit. Donc pour mon cas, c'est un peu venu m'attaquer au niveau neurologique. J'ai commencé à avoir des très très gros spasmes, ne plus pouvoir lire dans l'ordre, ne plus pouvoir parler correctement, bugger, avoir des brouillards mentaux, avoir beaucoup plus de douleurs articulaires. C'était vraiment décuplé. Et heureusement qu'on m'avait expliqué ça avant, parce que si je l'avais pas su, je sais pas trop comment j'aurais réagi, parce que déjà là, j'ai eu très très peur. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, contente d'avoir un diagnostic, mais terrifiée par la suite, tout en gardant de l'espoir. Et en même temps, parfois, je suis anéantie. C'est vraiment c'est ascenseur émotionnel, quoi. Quand on a des douleurs constantes, du coup, ça s'arrête jamais. C'est juste que parfois l'intensité baisse un petit peu, mais ça s'arrête pas en fait. Je pense qu'on fait semblant devant les autres, on rit, etc. pour avoir un semblant de vie normale, mais ça s'arrête pas en fait. C'est ça qui est dur. Quand j'ai commencé à avoir mes crises, j'ai été sidérée en fait par la violence de cette maladie. Et je suis très émue parce que c'est tellement dur de se voir perdre comme ça sa mobilité, de se voir perdre ses capacités, de ne pas pouvoir vraiment se faire comprendre. Et je me souviens, en fait, j'étais sur ma chaise et ma tête, en fait, elle partait. Mes jambes partaient, je tremblais de partout et j'avais des spasmes terribles. J'avais jamais eu ça auparavant. Et ça ne s'arrêtait pas, c'est-à-dire je dormais plus. Et je m'accrochais à ma chaise comme si j'étais dans un parc d'attractions, comme sur un manège. Et je me suis dit, waouh, là, il va falloir que j'en parle parce que je pense pas être la seule et je pense qu'on est vraiment beaucoup. Je pense même qu'on est des milliers, que les diagnostics ne sont pas faits ou qu'il y a d'autres diagnostics de fibromyalgie, de sclérose en plaques qui sont mises dessus, mais en fait, c'est des maladies de Lyme. Et je me suis dit, il va falloir que j'en parle. Et suite à ça, j'ai fait une vidéo. Cette crise, elle m'a vraiment traumatisée. J'ai fait une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours de personnes. Et pas mal de personnes qui ont cette pathologie-là, avec qui j'échange actuellement. Et je suis encore plus sidérée. Voilà. Je suis encore plus sidérée. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de cette maladie et on se rend compte qu'en fait on a quasiment tous et toutes les mêmes parcours. En échangeant avec d'autres femmes qui ont la maladie de Lyme, on s'est rendu compte que ça s'était souvent réveillé après nos accouchements, qu'on avait quasiment toutes des soucis hormonaux, d'insulinorésistance, de symptômes qui s'apparentaient très fortement au SOPK. Et pas mal de troubles, des troubles autistiques ou d'autres troubles. Ce qui m'a le plus aidé à tenir dans cette épreuve sombre, c'est la spiritualité. Voilà. J'ai eu comme une sorte de réveil assez violent qui s'est fait dans la brutalité des symptômes et de ce que je vivais au quotidien. Et ça a réveillé pas mal de choses en moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi, travaillé sur mes parts d'ombre. J'étais beaucoup en introspection. J'ai essayé de comprendre pourquoi je traversais ça. J'ai beaucoup bossé sur mon transgénérationnel, mon karmique. Vraiment, mon but, c'était d'essayer de comprendre parce que je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir mes canaux médiumniques qui s'ouvraient, donc je percevais pas mal de choses. Au début, j'ai vraiment pensé que j'étais folle, d'autant plus qu'on me disait que c'était dans ma tête. Et finalement, je me suis écoutée. Comme toutes les portes m'avaient été fermées dans la médecine conventionnelle, je me suis un peu dirigée vers tout ce qui était alternative, mais vraiment en mode survie.
parce que c'est comme si j'avais pas d'autre choix, parce qu'il fallait à tout prix que je trouve quelque chose pour me calmer. Et en fait, les médicaments ne prenaient pas sur moi du tout. Les douleurs continuaient, persistaient. On m'avait prescrit des anti-inflammatoires et ça prenait pas, et il y a rien qui changeait. Donc je me suis dit bon ben là par contre je vais aller me former, parce que j'ai besoin de pouvoir apaiser mes douleurs toute seule, parce que je vais pas tenir le coup comme ça. Et je suis allée me former. Et mes canaux se sont encore plus ouverts, et ça m'a raccroché à la vie. En fait, je pense que ça m'a vraiment sauvé la vie. Je sais que y a plein de personnes qui sont fermées à tout ça, et c'est complètement ok. Mais c'est vrai que je remarque en échangeant avec d'autres personnes qui sont atteintes de cette pathologie-là, en fait, qu'on a eu comme une sorte de réveil, à nous, en fait. Pour ma part, cette maladie, elle m'a vraiment poussé à l'introspection, à essayer de comprendre, à bosser sur mes parts d'ombre, à bosser sur mes lignées transgénérationnelles, à essayer de voir justement si dans ma famille il n'y avait pas eu des situations similaires, à essayer de comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi, parce que je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, à travailler sur tout ce qui était karmique. Et vraiment, je suis allée toujours plus loin parce que j'avais besoin de comprendre, et que c'est tellement violent qu'on se raccroche à quelque chose. Et moi, je dirais que l'énergétique et la spiritualité, c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. J'essaie de ne pas être trop perchée et d'être aussi ancrée, ce qui est très très difficile parce que le corps en fait souffre tellement que parfois on a envie un peu de faire des fuites, mais j'y travaille. Et je pense que cette pathologie, la maladie de Lyme, elle est très très difficile à vivre, mais vraiment sur tous les plans. C'est-à-dire que ça touche l'entourage, ça touche, on perd un peu confiance en nous, on perd notre mobilité, nos corps ne sont plus pareils, on se perd, on ne sait plus. En fait, on a l'impression de se noyer, et c'est comme s'il n'y avait pas de soutien. Et moi, c'est à ce moment-là justement que l'énergétique est arrivée. Et je pense que c'est hyper important de continuer dans la médecine conventionnelle quand on a les professionnels adaptés, et de soutenir avec tout ce qui est plantes, etc., tout ce qui est alternatif, et aussi les pratiques énergétiques qui soutiennent pas mal, parce qu'au final c'est un ensemble, parce que je suis persuadée que la maladie aussi n'arrive pas par hasard. Il y a des déclencheurs, il y a des choses qui peuvent provoquer des maladies, et c'est important d'aller bosser dessus. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ma crise, j'ai eu pas mal de soutien autour de moi, qui étaient des thérapeutes, et j'ai fait des séances d'EFT, j'ai fait du magnétisme et d'autres soins. Et je pense que sans ça, je pense que la crise aurait duré beaucoup plus longtemps, parce que ça s'arrêtait plus en fait. Ça a duré plus de 7 jours, et j'en pouvais plus. Finalement, c'est comme l'énergétique et la spiritualité, c'est un peu comme une corde qui m'a raccroché à la vie, parce que j'ai compris qu'il y avait d'autres choses, qu'il y avait du soutien aussi ailleurs. J'ai vu que ça apaisait certaines de mes douleurs, j'ai vu que j'arrivais à mieux me comprendre. Et là, vraiment, c'est une expérience personnelle, hein. Je sais vraiment que pas tout le monde n'adhère à ça. Mais bon, je remarque quand même que c'est ce qui m'a le plus aidé. Ça m'aide beaucoup à affronter la maladie, parce que je découvre en moi une force, mais une force incroyable, comme si j'incarnais une guerrière en moi. Et j'étais toujours un peu cette petite fille très timide, qui osait pas se placer en avant, qui osait pas parler. Alors, je suis toujours timide. Ça dépend, c'est sélectif, mais je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi, parce que je vois que je plie pas le genou à terre, en fait. Il est à terre parfois, mais je me relève toujours, et toujours plus forte. Et il y a souvent des moments où je vois pas le bout du tunnel, mais je garde quand même cet espoir. Et ça me donne de la force, en fait. Cette maladie, elle vient me réveiller, dans le sens où elle me donne une force incroyable. Et quand je parlais avec d'autres personnes, en fait, je vois qu'il y en a qui ont plus la force de continuer, parce qu'elle est vraiment dure. Elle nous terrasse, hein. Vraiment, elle nous touche à tous les niveaux.
dans toutes les dimensions de notre être. Et finalement, on se relève à chaque fois, et c'est ce que je dis aux autres, parce que du coup, je parle vraiment avec pas mal de personnes qui sont touchées. C'est qu'à partir du moment où tu te lèves le matin et que t'as le souffle, c'est que t'as tenu un jour de plus, t'as tenu une vie de plus, en fait. Et voilà, c'est hyper important de le dire, que toutes ces personnes sont très très fortes, et c'est c'est vraiment ce que je découvre en moi, hein. C'est une force insoupçonnée à la base, parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui ont la maladie de Lyme mettent fin à leur jour. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que la plupart ont ce type de pensée et ne se rendent plus compte de qui ils sont, de ce qu'ils viennent faire ici sur Terre, et de comment ils sont forts, en fait. On est vraiment des guerriers, quoi. Et moi, c'est ça que la spiritualité est venue me montrer. C'est un rappel à moi-même, en fait. La maladie est un rappel à moi-même, et la spiritualité est venue me rappeler de tout ça, en fait. Qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire ici, pourquoi ça arrive, comment je peux continuer. La situation, elle est là. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour me relever toujours plus forte, et comment je peux persévérer, en fait. Et finalement, j'ai vraiment une grosse impulsion. Je sais pas, j'ai jamais eu autant d'impulsion. J'ai besoin qu'on porte nos voix sur cette pathologie-là, parce qu'on n'est pas assez écouté, on n'est pas assez entendu, et en fait on s'isole beaucoup. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle sont isolées, ne voient plus de lumière, en fait. C'est une grosse perte de sens. Et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, au nom de tous ceux et celles qui n'ont plus cette force-là, en fait. J'aimerais beaucoup que les gens soient un peu plus empathiques par rapport à nous, et essayent un petit peu de se mettre à notre place. Voilà, parce que c'est une pathologie qui peut toucher tout le monde, qui peut vraiment toucher tout le monde. Et quand elle arrive, elle bouleverse tout. J'aurais aimé que plus de personnes s'y intéressent. Alors c'est vrai que quand on ne traverse pas certaines choses, peut-être que on s'en fout un petit peu. Mais ça peut vraiment toucher tout le monde. J'insiste beaucoup sur ça, parce que moi, j'avais une vie totalement normale. Je dansais, j'étais passionnée par la danse, j'étais passionnée par le sport, tout allait bien, j'étais pleine de vie, et c'est venu me terrasser du jour au lendemain. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment, vraiment pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, et finalement on voit les gens avancer, et on peut pas leur demander de se stopper, en fait. Mais on voit les gens avancer, et comme je disais dans une de mes vidéos, en fait, nous, notre seule victoire, c'est de tenir la journée. C'est réel, c'est pas une expression, hein, c'est vraiment réel. Quand on passe la journée, on se dit ah ouais, ah oui, ok, là j'ai tenu. Là j'ai eu telle et telle crise, bah j'ai tenu, en fait. Je suis une Lyme warrior. Ce que j'aimerais dire aux gens qui vivent la maladie de Lyme ou qui sont en errance médicale, c'est de ne pas perdre espoir. Je sais à quel point c'est difficile. Je l'ai vécu dans ma chair, et je sais que il y a des jours où on peut plus, on veut plus, on n'a plus la force. Mais c'est important de redonner un sens à nos vies, et de se concentrer sur des choses essentielles. Voilà, parce que la maladie, c'est l'âme qui nous rappelle à nous, en fait. C'est un message de nos corps, et nos corps sont très intelligents. Ce sont des machines intelligentes, en fait. Notre corps nous montre qu'il y a quelque chose, il y a une mémoire, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Et donc, quand la maladie, elle est là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est voilà, elle est là, mais qu'est-ce que je peux faire, du coup? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Au lieu d'être plutôt dans le ouais, j'en peux plus, et de nourrir que ces énergies-là. Alors je le comprends, et j'ai des jours encore comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me relever? Et alors moi, j'étais passionnée par le sport. Donc ça a été vraiment un coup de massue. Ça m'a abattue de plus pouvoir faire de sport, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et du coup je me suis reconcentrée sur la peinture.
Pas dans le but que ce soit super beau, magnifique et tout, mais vraiment comme quelque chose de thérapeutique. Donc voilà, c'est un moment qui me permet d'être dans le moment présent et d'oublier mes douleurs l'espace de quelques secondes, l'espace de quelques minutes, même si ça me rappelle un petit peu à l'ordre, mais ça me fait des petites pauses comme ça. Et puis à côté, parfois, je tire un petit peu les cartes. En fait, je fais des choses qui me passionnent, que j'adore. Je peux plus faire de sport, ça m'embête, ça me rend triste, mais en même temps, c'est comme ça en fait. Là actuellement, la situation elle est comme ça. Et toute situation est éphémère, même si on le perçoit pas sur le coup. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes de tenir bon, parce qu'elles ne sont pas seules. On est vraiment beaucoup. Je pensais que j'étais toute seule dans ce cas-là, et je découvre en fait plein de groupes, plein de personnes qui vivent cet enfer. Et on se soutient mutuellement. On se donne des tips. Et on s'entraide et ça aide beaucoup moralement, juste d'avoir des gens avec qui discuter, pouvoir se reconnaître en eux, et ça permet aussi d'avancer. C'est une maladie tellement violente qu'elle touche tous les aspects de nos vies. Le premier, c'est le physique, et après il y a tellement d'événements qui arrive, en fait, on peut plus tenir debout, donc on comprend pas, on perd nos logements, on perd nos travails, on perd tout, en fait, hein. Et encore, moi, je suis pas la pire, mais j'en connais d'autres qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent plus, en fait, qui n'en peuvent plus, qui peuvent pas se payer les traitements, qui peuvent plus. Donc c'est important de le dire et de mettre ces personnes aussi en lumière, parce que sont complètement abandonnés de la société. Et j'aimerais aussi dire aux gens qui traversent ça de ne pas avoir peur de porter leur voix, parce que ça peut vraiment, vraiment aider d'autres personnes. Moi, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de témoignages sur tout ça, sur les 6 ans que j'ai traversés, parce que vraiment, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, et je trouvais pas. Je trouvais pas d'oreille à qui parler, j'étais complètement seule. C'est vraiment, vraiment important d'en parler. Ce qu'il faut savoir sur la maladie de Lyme chronique, c'est que elle est tellement sournoise qu'elle peut imiter beaucoup, beaucoup de pathologies, environ 70 de ce que j'avais vu. Pour ma part, elle m'a imité une spondylarthrite ankylosante, une maladie de Cushing et un SOPK. Donc au niveau de la chronologie des symptômes, quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal de grippe à répétition, des angines qui venaient, qui partaient, c'était un peu incohérent, des migraines. Et ensuite, en grandissant, j'ai commencé à avoir de grosses crises de spasmophilie qui étaient très très violentes. J'ai commencé à faire pas mal de bruxisme, donc je grinçais beaucoup des dents. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas réglé. Donc ça tape un petit peu dans la tête, et au niveau des cervicales, c'est assez compliqué. J'ai commencé à avoir de plus en plus de craquements des articulations, des douleurs et des brûlures articulaires, des tendinites, des subluxations, des œdèmes sous-chondraux au niveau du sacro-iliaque, des sensations de paralysie, des soucis hormonaux, donc hirsutisme, perte de cheveux, vergeture. J'ai commencé à avoir aussi du lait dans les seins, de l'insulinorésistance, des fausses couches, des brûlures oculaires, des spasmes et des tremblements, des palpitations de cœur, un addénome hypophysaire, des vaginoses aussi à répétition, de grosses fatigues assez extrêmes, mais à contrario des insomnies. J'avais souvent des sensations d'étouffement, du mal à respirer, des carences constantes en fait, parce que la bactérie, elle se nourrit aussi des vitamines. Tout le temps, l'envie d'uriner, de l'irritabilité, de l'apathie, de la sensation de ne plus être dans mon corps, souvent des mycoses à répétition qui viennent, qui partent, problèmes de diarrhée, de constipation, des allergies aussi qui sont arrivées, parce que du coup j'ai eu plusieurs grossesses et des fausses couches, et à chaque grossesse il y avait une nouvelle allergie en fait.
Et là, depuis novembre, j'ai beaucoup de troubles neurologiques, avec pas mal de trous de mémoire, de brouillard mental, des vertiges, des étourdissements, des difficultés de concentration, plein de douleurs migrantes, et puis des périodes de démangeaison. Donc ça migre vraiment partout, parce qu'en fait, quand on vient l'attaquer quelque part, elle se cache un petit peu et elle attaque ailleurs. Donc si maintenant on vient traiter par exemple le souci des migraines, on va se dire ah trop cool, j'ai plus de migraine et tout, et finalement ça va venir taper par exemple sur tout ce qui est articulaire, et c'est ça, c'est qu'elle est sournoise en fait. Elle s'adapte, elle change, elle vient, elle part, elle réattaque, et puis il y a les co-infections avec. Donc voilà, je pense que c'est important de parler aussi de tous ces symptômes-là. C'est aussi important d'aller, avant de mettre ce diagnostic-là sur ce qui nous arrive, c'est important d'aller passer plein de tests quand même, d'aller passer des tests de maladies auto-immunes, tout ce qui est tout ce qui ressemble à ça, et voir en fait, voir ce qui bloque, et après faire aussi les tests cliniques qu'on peut retrouver sur internet, notamment sur Lyme Suisse, il y en a un qui est très intéressant. Et puis si on doute, prendre les devants en fait, vraiment aller directement à l'étranger, faire les tests adaptés par rapport à ça, parce que plus vite on la prend en charge, mieux c'est. Vraiment, parce que après, quand elle s'installe, on peut prendre vraiment des années à se soigner ou à l'endormir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas endormi la maladie, je suis pas guérie. Je fais encore face aux douleurs atroces. Je sais plus ce que c'est que d'avoir un corps qui n'a pas mal. Je me suis adaptée parce que j'ai pas le choix pour le moment, et je vis quoi. Je suis en vie en fait, donc je m'adapte à ça. J'ai beaucoup de mal à l'accepter, même si je comprends beaucoup de choses par rapport à moi, même si je comprends que j'avais besoin de voir ma force, et voilà. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est vraiment compliqué de faire face à ça, et de voir en fait qu'on n'a pas vraiment de soutien. Donc j'ai démarré un suivi en Allemagne. Je sais pas ce que ça va donner. Je garde toujours espoir. J'essaie d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, et je nourris d'espoir qu'un jour je pourrai retrouver une vie normale, avec pas trop de séquelles, ou même sans séquelles, ce serait mieux. Et j'ai vraiment, j'espère vraiment que toutes les personnes qui sont touchées par cette pathologie-là vont s'en sortir. Je leur souhaite vraiment, parce que c'est terrible ce qui se passe, et on a la force nécessaire. Même si on le voit pas sur le coup, même si parfois on flanche, même si on pleure beaucoup, même si on est en colère, même si on trouve que c'est injuste, on a la force nécessaire pour se sortir de là. Et c'est important qu'on en parle et qu'on porte nos voix, parce que c'est beaucoup trop mis sous le tapis. Les gens ne se rendent pas compte que d'avoir la santé, c'est un luxe. En général, on vit nos vies comme ça, et puis on se plaint souvent pour des petites choses. Et quand on perd la santé, en fait, on perd tout. Et on se renferme aussi pas mal. Et on commence à plus supporter les gens, ou les gens qui se plaignent un peu. Pour nous, ça sera rien. Pour eux, c'est peut-être beaucoup. Pour nous, ça sera rien, parce qu'en fait, on se dit nous aussi, on est dans nos souffrances, et qu'elles sont très très intenses. Et ce qui est aussi fou dans cette maladie-là, c'est que dès qu'on a un petit moment où il y a un petit peu moins de douleur, on se dit trop cool, je vais pouvoir faire ça ou ça ou ça. Et finalement, c'est comme si on était puni juste après. Moi, l'autre fois, j'avais juste un petit peu moins mal.
Je me suis dit, oh, génial, un peu de répit, je vais pouvoir aller nettoyer la douche. Et au final, je me suis retrouvée avec l'épaule complètement déplacée à être au lit pendant plusieurs jours. C'est ça qui est fou. C'est comme si on n'avait pas le droit de vivre, en fait. Comme si on était puni. Mais en même temps, quand on travaille sur nous, on sait que c'est peut-être pas pour rien que ça arrive et on se redécouvre et on incarne un peu ce côté guerrière qu'on a en nous, dont on se souvient pas toujours. Et maintenant, je prends vraiment conscience du sens de la phrase quand on lui dit ah bah tant qu'il y a la santé. Moi, je peux plus le dire. Mais j'espère qu'un jour je pourrai reprononcer ces mots. Et maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup de gratitude aussi pour plein de petites choses en fait que j'avais pas avant, parce que je me rendais pas compte. Donc, je vais remercier parce que j'ai un toit sur la tête. Je vais remercier parce que j'ai pu avoir un enfant et que d'autres n'ont pas cette chance-là. Je vais remercier parce que j'ai mon entourage. Je vais remercier pour plein de choses en fait. J'ai beaucoup de gratitude pour plein de choses. Et c'est ça aussi qui aide à tenir. C'est d'avoir de la gratitude. Parce qu'en nourrissant la gratitude, on se rend compte qu'on a quand même des petites choses positives. Même si tout flambe en fait dans la journée, même si on a mal, etc. Bah, je sais pas, on peut quand même manger, il y a quand même des choses à faire. Je suis une grande passionnée des couchers de soleil et des étoiles. Je suis un peu la meuf perchée. Mais maintenant, parfois je me mets sur le balcon et je sens le soleil sur ma peau et juste pour ça, en fait, j'ai beaucoup de gratitude parce que je ressens quelque chose qui est positif par rapport à ce que je ressens d'habitude, en fait. Quand je regarde les étoiles, que je ressens beaucoup de choses et pareil, je nourris la gratitude parce que j'adore regarder les étoiles et voilà, c'est important de se concentrer aussi sur ces petites choses-là. Ça raccroche aussi à la vie, prendre conscience de tout ça.